Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je suis le docteur Ide. Donc, nous sommes en direct pour la e-live conférence du vendredi matin, euh, comme prévu. Donc, voilà, j'attends toutes vos questions sur le diabète, l'endocrinologie, si jamais vous avez également des questions. Donc, je suis là pour y répondre. Nous avons 1 heure à passer ensemble. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Donc, en attendant les premières questions, on nous a posé cette semaine une question sur les édulcorants quand on est diabétique, notamment la stevia et le miel, donc savoir si on pouvait consommer du miel et des édulcorants. Donc la réponse que je peux apporter, c'est que l'idéal évidemment, c'est de ne pas sucrer ou sursucrer ces aliments puisque ça masque le goût du café, du thé. C'est vrai que l'idéal, c'est d'éviter de les sucrer. Maintenant, si vous avez envie d'avoir quand même ce goût sucré, effectivement, ajouter en fait de la stevia ou des édulcorants. Il ne faut pas en abuser évidemment. Pour ce qui est du miel, le miel est sucré, donc il faut essayer d'éviter en fait d'en consommer régulièrement. On peut le consommer le week-end, par exemple, de manière occasionnelle, en fait, pour avoir ce petit plaisir sucré une fois de temps en temps quand on est diabétique de type 2 ou type 1 et que le diabète n'est pas déséquilibré. Effectivement, on peut le consommer pour le plaisir de temps en temps. Voilà. Mais éviter donc de sucrer régulièrement vos aliments. Donc, en attendant les questions, on peut parler de la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Donc, le diabète de type 1 va toucher généralement le sujet jeune, de moins de 30 ans. Il est lié à une auto-immunité, notamment au niveau du pancréas. Donc, le patient va produire des anticorps contre les cellules bêta pancréatiques qui vont aboutir à la destruction de ces cellules qui sécrètent l'insuline et à l'apparition du diabète. Donc, c'est un diabète qui touche généralement, comme on l'a dit, le sujet jeune, qui se révèle de manière assez brutale. Ça peut être chez l'enfant sur une acidocétose, sur un amaigrissement important, une soif intense. Voilà, à la différence du diabète de type 2, qu'on va diagnostiquer chez un sujet souvent plus âgé, plus de 40 ans, en surpoids ou en obésité, et qui est lié en fait à une résistance à l'insuline. L'insuline est comme une petite clé qui permet d'ouvrir les cellules pour faire rentrer le glucose qui circule dans le sang, afin qu'il puisse être utilisé comme énergie par les cellules. Et en fait, c'est comme s'il y avait une incompatibilité entre la clé et la serrure, comme si la serrure était rouillée. Et donc, sucre a du mal, le glucose a du mal à pénétrer en fait dans la cellule pour être utilisé. Donc ça, c'est l'insulinorésistance. Il y a une deuxième composante qui participe également à la genèse du diabète de type 2, c'est l'insulinopénie, c'est-à-dire le déficit de la sécrétion en insuline. Qui associé à l'insulinorésistance, va participer en fait à l'hyperglycémie et au développement du diabète. Voilà. Donc, pour agir sur le diabète de type 2, pour diminuer l'hyperglycémie et traiter ce diabète, la première chose à faire, en fait, c'est améliorer l'équilibre diététique, réaliser également de l'activité physique. Et si ça ne suffit pas, mettre en place un traitement adapté. Voilà, on n'a toujours pas de questions, donc j'attends. Je vois qu'on a 2 personnes connectées, merci. Avez-vous des questions auxquelles je peux répondre? On va parler un petit peu d'activité physique peut-être, en sachant qu'on va poster prochainement, je pense la semaine prochaine, un article sur l'activité physique, parce que ça me semble intéressant à évoquer. Donc il faut savoir que l'activité physique fait partie intégrante du traitement du diabétique. Elle a de nombreuses propriétés intéressantes. Il faut savoir que la sédentarité est une cause importante de mortalité. Donc la sédentarité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas tout à fait la même chose que l'inactivité.
La sédentarité, c'est le temps passé assis ou couché, en fait, en période de veille, entre le lever et le coucher. Donc il faut savoir que plus la sédentarité est importante et plus le risque de mortalité ou de maladie cardiovasculaire est important. L'activité physique va être représentée par... voilà, je vois des questions qui arrivent, c'est très bien. Donc, pour Claudette Guiraud, est-ce que le dérèglement du diabète a une influence sur la tension artérielle? Alors, il faut savoir en fait que le diabète comme l'hypertension artérielle sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Le diabète n'influe pas directement sur la tension artérielle, mais le poids, le surpoids, l'obésité sont des facteurs qui peuvent donner à la fois, favoriser à la fois le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Quand on est en surpoids ou en obésité, on a également plus de risques de développer un syndrome d'apnée du sommeil qui peut favoriser l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle comme le diabète sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent augmenter en fait donc le risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le risque à développer des pathologies coronariennes, donc des pathologies cardiaques, infarctus du myocarde ou de l'angine de poitrine. Et le diabète comme la tension artérielle et d'autres facteurs que je vais citer après peuvent également participer aux accidents vasculaires cérébraux ou à l'artérite des membres inférieurs. Donc ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire au même titre que l'hypercholestérolémie. Donc quand on a trop de cholestérol, c'est pas bon non plus. Le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire et l'hérédité. Quand on a dans la famille des parents, des frères et sœurs, oncles et tantes qui ont fait un problème cardiovasculaire assez jeune, ça fait partie des risques de cardiovasculaire. Donc, pour résumer, le diabète associé à l'hypertension, le tabagisme, l'hérédité cardiovasculaire et l'hypercholestérolémie, voilà, tous ces facteurs sont des facteurs de risque cardiovasculaire à traiter, à prévenir. Maintenant, le diabète en lui-même n'induit pas d'hypertension artérielle. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Maintenant, pour Stéphanie, est-il normal que les glycémies d'ado augmentent? Alors, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question. Est-ce que l'adolescent est diabétique ou pas? Voilà, il faut savoir qu'un adolescent qui n'est pas diabétique a un taux de glycémie normal. Maintenant, un adolescent qui est diabétique, la plupart du temps, il sera, je pense, diabétique de type 1, même si on voit des diabètes de type 2 de plus en plus chez l'enfant et chez l'adolescent, notamment en surpoids. Mais un enfant qui est diabétique, un adolescent qui est diabétique, souvent est un peu en rupture comment dire, il est difficile, la période de l'adolescence, ce n'est pas la période la plus facile pour équilibrer un diabète. Pourquoi? Parce que l'adolescent est souvent en rupture avec ses parents. Alors, rupture, c'est peut-être un bien grand mot, mais en conflit avec ses parents, en conflit avec sa maladie, il est dans le déni. Et voilà, un adolescent, qu'est-ce qu'il veut? C'est être, voilà, faire comme tout le monde. Et lorsqu'on est adolescent, c'est pas évident de traiter son diabète. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile et le fait de laisser un petit peu de côté son diabète va participer aux hyperglycémies, au déséquilibre du diabète, mais il ne faut pas les blâmer, il faut essayer de les comprendre pour essayer de leur proposer le traitement et le suivi qui est le plus adapté pour essayer de les remotiver. Voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. D'accord, donc votre fille en fait a 2 ans de diabète de type 1, je comprends. Voilà. Comme je vous disais, l'adolescence, ce n'est pas la période la plus facile. Il faut essayer de les accompagner du mieux que vous pouvez. Après, entrer en conflit avec eux, je pense que ce n'est pas la solution. Voilà, il faut essayer de les comprendre, de voir pourquoi l'adolescent en fait est en rupture avec son diabète, enfin, sa famille, son diabète, et essayer de l'aider du mieux possible, l'accompagner afin qu'il puisse après adhérer au traitement et améliorer l'équilibre de son diabète, en sachant que souvent avec l'âge, ça va mieux quand l'adolescent a passé cette période-là. Elle a beaucoup de mal, d'accord. Donc si elle a beaucoup de mal, peut-être que ça peut être intéressant aussi, si elle est d'accord, de voir un psychologue pour parler de ce diabète, parce que c'est un réel problème. Il faut s'accepter déjà en tant qu'adolescent et puis accepter aussi son diabète. Et souvent, il y a un problème d'acceptation de la maladie. Donc peut-être en parler avec le diabétologue
le médecin traitant évidemment, et puis si besoin consulter un psychologue pour l'aider, et puis lui dire surtout que lorsqu'on est diabétique et qu'on est adolescent, on peut faire tout ce que peut faire un adolescent non diabétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication particulière au niveau de l'activité sportive. À partir du moment où on met en place des règles adaptées, il faut savoir contrôler sa glycémie avant l'activité, se resucrer si elle est un petit peu trop basse, contrôler si l'activité dure longtemps, contrôler sa glycémie régulièrement pour pouvoir se resucrer toutes les 2 heures. Voilà, tout est possible, mais il faut les accompagner, je pense, du mieux possible. Alors, je regarde les autres questions. Donc, vous devez être, Marie-Bonne, vous devez être opéré de la cataracte, vous êtes diabétique de type 2 sous insuline et vous avez peur. Alors, donc, lorsqu'on se fait opérer de la cataracte, il faut savoir que c'est une chirurgie qui n'est pas très lourde. Ça se fait, en fait, si je ne me trompe pas, sous anesthésie locale, par des ophtalmologues qui ont l'habitude. Maintenant, le fait d'être diabétique bien équilibré ne contre-indique pas l'intervention. Si le diabète est très déséquilibré, je pense qu'il faut d'abord équilibrer le diabète avant d'envisager la chirurgie pour cicatriser de la meilleure façon possible. Voilà. Mais n'ayez pas peur, prenez, dosez votre hémoglobine glyquée. Si elle n'est pas très bonne, vous revoyez votre médecin traitant, votre diabétologue, pour ajuster votre traitement avant l'intervention. Si votre diabète est bien équilibré, n'ayez pas peur, tout se passe bien la plupart du temps. Donc pour Louis Aragon, votre hémoglobine glyquée était à 7,2 et elle est à 6,6%, ce qui est parfait. Vous êtes donc sous metformine 500 depuis le mois de mai, d'après ce que je comprends, et vous êtes sous Velmécia le soir au repas. Donc écoutez, pour moi, le traitement a l'air adapté. Vous avez une hémoglobine glyquée qui est parfaite. Le Velmécia et la metformine ne favorisent pas les hypoglycémies. Donc vous pouvez continuer votre traitement de la même façon si vous le tolérez bien, s'il n'y a pas de troubles digestifs. Pour moi, c'est plutôt adapté, donc c'est pas mal. Nathalie Bouca. Donc, voilà. Donc vous me posez la question, est-ce qu'un diabète bien équilibré au long cours permet d'éviter les complications du diabète? Évidemment, donc un diabète qui va être équilibré permet d'éviter les complications du diabète. Donc, quelles sont les complications du diabète? On va commencer par là. Les complications du diabète vont toucher les petits vaisseaux. Donc, quand on parle de petits vaisseaux, on parle de micro-angiopathie. On peut avoir une atteinte au niveau de l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie. La rétinopathie, en fait, ne parle pas. Ça fait pas mal, ça donne pas de troubles visuels lorsqu'elle est à un stade précoce. Si elle arrive à un stade très évolué, à ce moment-là, on peut avoir effectivement des troubles visuels, mais pas de douleur. Donc, il est important de dépister la rétinopathie du diabétique par un fond d'œil auprès de votre ophtalmologue une fois par an. On peut avoir également une atteinte des petits vaisseaux au niveau du rein. C'est ce qu'on va appeler la néphropathie. Donc, avec un passage d'albumine au niveau des urines. C'est pour ça qu'on fait un dosage d'albuminurie une fois par an. Ça peut être soit sur un échantillon d'urine, il n'y a pas besoin de recueillir sur les urines des 24 heures si l'albuminurie est normale, la microalbuminurie est normale. Si maintenant elle est élevée, on ira faire un dosage un peu plus long sur les urines des 24 heures à la recherche, en fait, afin de dépister une atteinte rénale. On dosera également la créatinine. La créatinine, c'est un marqueur de la fonction du rein qu'on fait en fait au niveau sanguin. Voilà, une prise de sang pour savoir quelle est la fonction du rein. On peut avoir aussi une atteinte des nerfs, notamment des nerfs des jambes, avec des problèmes de dysesthésie. Les dysesthésies, ce sont des sensations un peu particulières, un peu bizarres au niveau des jambes, comme des fourmillements, des picotements, des brûlures, des décharges électriques. Donc ça, c'est un signe de neuropathie et ça fait partie des complications microangiopathiques du diabète. Pour les gros vaisseaux, donc la macroangiopathie, il va falloir faire un dépistage au niveau cardiaque et au niveau des vaisseaux du cou et des vaisseaux des jambes. Donc ce dépistage des complications des gros vaisseaux, des complications macroangiopathiques, ne s'adresse pas à
tous les diabétiques. Lorsqu'on n'a que du diabète sans autre facteur de risque cardiovasculaire, il n'est pas nécessaire, si le diabète évolue depuis peu, de réaliser un bilan cardiovasculaire. Par contre, un diabétique qui a de l'hypertension, comme on l'a vu tout à l'heure, du cholestérol, qui fume ou qui a une hérédité cardiovasculaire, a plus de risques de faire des complications à ce niveau-là. Donc, on ira dépister chez lui ce qu'on appelle la coronaropathie ou la cardiopathie ischémique silencieuse, c'est-à-dire une atteinte des coronaires, donc des plaques au niveau des coronaires qui bouchent les petites artères du cœur, qui peuvent donner infarctus ou angine de poitrine. Et pour le dépister, on peut soit faire ce qu'on appelle un score calcique, c'est un scanner du cœur où on n'injecte pas de produit, qui va nous donner un score de calcification au niveau des artères du cœur, au niveau des artères coronaires. Et selon ce score, on envisagera ou pas de faire des bilans complémentaires chez un cardiologue. Le cardiologue pourra éventuellement réaliser une épreuve d'effort sur tapis ou sur vélo, ou alors une échographie cardiaque de stress. On injecte un produit qui accélère le cœur et on voit comment le patient réagit au niveau clinique, voir s'il y a des douleurs, et au niveau de l'électrocardiogramme et de l'échographie. Et puis, il y a aussi un autre examen qu'on appelle la scintigraphie du cœur, qu'on peut faire en médecine nucléaire, pour voir si le cœur ne souffre pas à ce niveau-là. Si on a le moindre doute, on ira jusqu'à la coronarographie, où on injecte un produit de contraste iodé qui va nous permettre de voir si les artères du cœur, les artères coronaires ne sont pas rétrécies, ne sont pas sténosées, auquel cas on pourra les dilater avec un petit ballonnet. Voilà, donc ça c'est pour le cœur. Pour ce qui est des gros vaisseaux du cou et des gros vaisseaux des jambes, on va déjà ausculter à ce niveau-là les carotides avec un stéthoscope. On palpera les pouls au niveau des membres inférieurs pour voir si le sang passe bien, et on peut faire également ce qu'on appelle un échodoppler artériel des vaisseaux du cou et des membres inférieurs, qui vont nous permettre de voir si les artères ne sont pas rétrécies. Donc on appelle ça une sténose. Si elles sont sténosées, à ce moment-là, on ira dilater, on ira traiter ou faire un pontage si nécessaire. Voilà, donc le diabète, effectivement, est un facteur de risque concernant ces complications micro- et macro-angiopathiques, mais un diabète qui est bien équilibré au long cours ne donnera pas plus de complications. C'est pour ça que dès le départ, dès le diagnostic de diabète, il est important en fait de bien l'équilibrer. Les études l'ont montré, hein, plus le diabète est équilibré tôt, moins on a de risque de complications. Donc voilà, quelqu'un qui a un diabète bien équilibré fera quand même le dépistage, mais ne doit pas craindre par rapport aux complications. Si le diabète est déséquilibré, il n'est pas trop tard pour agir. Voilà, c'est le message également. En cas de diabète déséquilibré, il faut revoir le mode de vie, l'hygiène de vie, la diététique, l'activité physique et le traitement si nécessaire, afin de limiter les complications. Avez-vous d'autres questions? Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, pour en revenir à l'activité physique, donc, comme je vous disais, il faut savoir que l'inactivité est un marqueur, enfin est un facteur de risque de développer de l'obésité, du surpoids, du diabète, donc des maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires, en sachant que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme en France et la deuxième cause chez l'homme. L'activité physique permet de prévenir ces maladies cardiovasculaires. On a montré aussi avec plusieurs études, donc les bénéfices ne sont plus à prouver, que une activité physique régulière, pratiquée régulièrement, qu'elle soit de forte intensité, d'intensité modérée ou même de faible intensité, prévenait l'apparition du surpoids, de l'obésité, du diabète de type 2, notamment chez des patients qui sont prédiabétiques, on diminue de moitié le risque de développer un diabète de type 2 et prévient également en fait certaines pathologies cancéreuses, notamment cancer du côlon, cancer du sein, de l'utérus. Donc ça, c'est important à savoir. L'activité physique a également des rôles très, très importants sur la dépression, le bien-être, la qualité de vie. Donc on améliore la qualité de vie en pratiquant une activité physique régulière. On améliore également les douleurs des pathologies ostéo-articulaires. Donc, toute activité physique est bonne à prendre. Et comme je vous l'ai dit, même si elle est de faible intensité, il vaut mieux faire une activité
de faible intensité que pas d'activité du tout. Voilà, les recommandations de l'OMS sont de 50 minutes 3 fois par semaine, donc c'est-à-dire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, ou 75 minutes par semaine d'activité physique plus soutenue. Donc ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, il est recommandé il est préconisé de réaliser 60 minutes d'activité physique modérée à soutenue par jour. Chez les patients atteints de pathologies chroniques, l'activité physique a montré également ses bienfaits dans le rapport notamment d'expertise de l'INSERM 2019. Donc, et l'activité physique est considérée comme un traitement non pharmacologique de plusieurs pathologies chroniques. Voilà, donc j'insiste encore sur l'activité physique, on en parle beaucoup, et vous aurez la semaine prochaine un article posté sur le site. Alors, voilà. Une question de Claire. Donc, bonjour docteur, la metformine peut-elle être maintenue en cas d'insuffisance rénale? Merci pour votre réponse. Donc, la metformine. Alors, il faut savoir, il y a beaucoup de patients qui pensent que la metformine favorise l'insuffisance rénale. Ce n'est pas le cas. La metformine est un traitement du diabète qui est très intéressant, qui améliore l'insulinosensibilité. Elle lutte contre la résistance à l'insuline et elle permet d'améliorer l'équilibre du diabète. Elle est d'ailleurs recommandée en première intention dans le traitement du diabète de type 2. La metformine ne favorise pas les insuffisances rénales. Par contre, en cas d'insuffisance rénale sévère, elle devient dangereuse pour le corps. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle une acidose lactique. L'acidose lactique étant délétère pour l'organisme. L'acidose lactique, c'est quand le sang devient acide, le pH du sang devient acide. L'insuffisance rénale, en dehors du stade sévère, en dessous de 30 ml de clairance, n'est pas contre-indiqué. Il faut simplement en fait l'adapter au niveau de clairance rénale. C'est-à-dire que si la clairance rénale, donc le rein fonctionne bien, on peut aller jusqu'à 3 grammes de metformine par jour. Si la clairance rénale est entre 30 et 45, il est recommandé en fait de ne pas voilà, on peut maintenir 1 gramme maximum de metformine par jour, et en dessous de 30, par contre, là, la metformine est contre-indiquée. Donc, si la metformine a été interrompue, on doit revoir le traitement et la plupart du temps passer sous insuline si le diabète est déséquilibré, avec les thérapeutiques il y a des thérapeutiques qui peuvent être maintenues en cas d'insuffisance rénale, notamment les novonormes, le répaglinide, le galbus également, mais si l'équilibre glycémique n'est plus suffisant, on est malheureusement contraint de passer à l'insuline. Alors, Alexia. Donc, je vais répondre à Alexia. Bonjour, quel est le mode d'action des différents comprimés pour le diabète? Alors, donc, la metformine, on vient de le voir, donc, va agir sur la résistance à l'insuline. Donc, on améliore la sensibilité des muscles, du foie et du tissu adipeux également à l'insuline. Voilà comment elle agit. Donc, il y a ce qu'on appelle d'un côté les insulinosensibilisants, comme la metformine, le glucophage, le stagide. Et puis, d'un autre côté, les insulinosécrétagogues, donc qui stimulent la sécrétion d'insuline par le pancréas. Par exemple, le glimépiride, la marelle, le glyclaside, donc le diamicron, le glibenclamide, le daonil, le répaglinide, le novonorme, donc stimule la sécrétion d'insuline par le pancréas. Des molécules plus récentes comme les gliptines, donc Januvia, Xelevia, Onglyza, Galvus, vont agir, alors c'est un petit peu plus compliqué. On va parler d'abord des analogues du GLP-1, on reviendra aux gliptines après. Les analogues du GLP-1 sont des molécules qui sont des traitements du diabète et qui se font sous la forme injectable, soit quotidienne, comme le Victoza, soit de manière hebdomadaire, comme le Trulicity ou l'Ozempic ou le Biduréon. Ce sont des injections sous-cutanées de traitements qu'on prescrit dans le diabète de type 2. Comment vont-ils agir? Donc, ils vont agir au niveau de la sécrétion d'insuline par le pancréas au moment du repas. C'est-à-dire qu'ils favorisent la sécrétion d'insuline en cas de montée de la glycémie. S'il n'y a pas de montée de glycémie, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Ce sont des médicaments donc, qui vont favoriser la sécrétion d'insuline, mais qui vont aussi agir sur la satiété. C'est-à-dire qu'ils vont ralentir la vidange de l'estomac
et jouer également sur le centre de la satiété au niveau neurologique, cérébral, et induire une satiété donc plus précoce, qui est intéressant chez le diabétique de type 2 en surpoids ou en obésité, puisque ces molécules peuvent favoriser la perte de poids parallèlement à l'amélioration de l'équilibre glycémique. Donc ce sont des molécules qu'on va proposer généralement chez le diabétique de type 2 en surpoids. Donc voilà pour les analogues du GLP-1. Et pour en revenir aux glinides, donc, pardon, pas les glinides, les gliptines, donc ce sont des traitements oraux qu'on va prendre de manière quotidienne, qui vont agir sur le GLP-1 endogène, c'est-à-dire qu'on sécrète une hormone qui s'appelle le GLP-1, qui favorise, comme on l'a dit tout à l'heure, par analogie aux analogues du GLP-1, la sécrétion d'insuline par le pancréas. Et ces gliptines vont agir sur l'enzyme qui dégrade ce GLP-1. Donc elles permettent de favoriser l'action du GLP-1 endogène. Voilà, donc on a une palette assez large de médicaments pour le diabète de type 2 qui agissent, comme je vous l'ai dit, soit sur la sensibilité à l'insuline, donc la résistance en fait à l'insuline et améliorent la sensibilité à l'insuline, soit sur la sécrétion d'insuline par le pancréas. Alors, donc une question d'Eva qui est intéressante. Bonjour, est-ce que c'est conseillé de se faire opérer de l'estomac quand on a du diabète, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique? Alors, la chirurgie bariatrique, il faut savoir qu'elle est proposée en cas d'obésité de grade 3, c'est-à-dire une obésité avec un indice de masse corporelle à plus de 40. Pour calculer l'indice de masse corporelle, on divise le poids par la taille au carré et vous avez l'indice de masse corporelle. Un surpoids est défini par un indice de masse corporelle de 25 à 30. Une obésité de grade 1 est définie par un IMC, donc un indice de masse corporelle de 30 à 35. Obésité de grade 2 de 35 à 40 et obésité de grade 3 au-delà de 40. La chirurgie bariatrique est indiquée en cas d'obésité de grade 3, donc avec un IMC à plus de 40, ou d'obésité de grade 2, IMC entre 35 et 40, associée à des comorbidités. Qu'est-ce qu'on entend par comorbidité? Donc, on entend le diabète de type 2, donc diabète de type 2, la stéatose hépatique, ce sont des graisses en fait autour du foie, un foie gras, l'apnée du sommeil, la cardiopathie ischémique, donc les problèmes d'infarctus, angine de poitrine, l'apnée du sommeil, je crois que je l'ai dit, le cholestérol, les dyslipidémies, donc l'hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie. Les triglycérides sont également un type de graisse dans le sang. Voilà, donc tout ça, ce sont des comorbidités qui peuvent être associées à l'obésité. Donc le diabète de type 2 en fait partie. Et effectivement, la chirurgie bariatrique est un des traitements du diabète de type 2 associé à l'obésité, qui a montré de bons résultats en termes de contrôle glycémique après chirurgie, parallèlement au contrôle pondéral. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être envisagé en cas d'obésité chez un patient diabétique. Voilà, je vous propose à ce moment-là, si vous êtes dans ce cas de figure, de vous rapprocher de votre endocrinologue et en discuter, parce que ça peut être effectivement un des traitements du diabète de type 2. Alors, donc pour Charlotte, j'ai une complication à l'âge de 20 ans. Voilà, vous avez eu une rétinopathie proliférante à l'âge de 20 ans qui a entraîné 6 opérations en 7 mois et 4 ans et demi pour stabiliser. Donc vous avez une cécité de l'œil droit et une vision qui fluctue constamment à gauche. Il est important de prendre soin de soi, tout à fait. Il faut croire en la médecine qui évolue. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre commentaire. Effectivement, je pense qu'en matière de diabétologie, les progrès en fait sont quand même assez rapides. En 10 ans, on a beaucoup évolué. On parle maintenant de pancréas artificiel. On y arrive peu à peu. Enfin, on y arrive peu à peu, c'est là, quasiment là. Donc, je pense que les premiers pancréas artificiels, enfin, on va parler plutôt de boucles semi-fermées. Donc, c'est un système qui associe pompe à insuline et capteur qui permet d'ajuster les débits de base d'une pompe à insuline et d'arrêter la pompe avant hypoglycémie. Donc, ça arrive, là, c'est a priori pour 2020. Le service va participer à une étude en fait sur le système 670G. Donc, c'est une pompe de Medtronic qui succède à la 640, qui est couplée à un capteur. Donc, le service va participer prochainement à cet essai clinique.
certains diabétiques de type 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on pense que les pompes vont arriver, on espère en tous les cas, ces pompes couplées au capteur, il en existe déjà, mais de ce type-là qui permettent d'ajuster les débits ou d'injecter des bolus en cas d'hyperglycémie, ça devrait arriver pour fin 2020, on l'espère. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question d'Eva. Oui, on en a parlé. Hein. Donc, vous souhaitez, oui, vous souhaitez vous sevrer du traitement de votre diabète. Est-ce que c'est conseillé de se faire opérer de la chirurgie bariatrique? Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, on a parlé surtout du diabète de type 2. Un diabétique de type 1 qui est obèse et qui se fait opérer ne va pas voir, comment dire, un diabétique de type 1 nécessitera toujours de l'insuline. Donc, on ne pourra pas se passer du traitement après la chirurgie. Pour le diabète de type 2, c'est différent. On réduit évidemment l'insulinorésistance en fait en perdant du poids. Donc, on peut alléger le traitement. Je ne vous promets pas que le traitement sera interrompu complètement. Ça peut arriver. Maintenant, il faut savoir que le diabète, c'est quand même une maladie chronique. Le diabète de type 2, on n'a pas encore trouvé de traitement curatif. La chirurgie bariatrique peut améliorer l'équilibre glycémique et on peut alléger un traitement. On peut même parfois se passer complètement de traitement, mais si le diabète évoluait depuis quelques années, depuis longtemps avant la chirurgie bariatrique, le pancréas est un peu essoufflé quand même. Et il faut savoir qu'avec le temps, il est possible que le diabète en fait récidive. Même si, enfin, que le diabète récidive, qu'on ait besoin de nouveau d'un traitement, même si, suite à la chirurgie, on n'a pas eu de traitement pendant quelques temps. Voilà. Il faut garder ça à l'esprit, en sachant que, comme je vous l'ai dit, la chirurgie bariatrique chez le patient obèse diabétique est quand même un bon traitement du diabète. On améliore nettement l'équilibre glycémique et la plupart du temps, on allège le traitement. Voilà, donc rapprochez-vous de votre endocrinologue. Il y a certaines contre-indications qui sont un peu nombreuses, mais il faut quand même voilà, les rechercher et puis éliminer certaines pathologies aussi hormonales qui pourraient favoriser l'obésité avant de s'engager dans ce processus-là. Il y a un suivi aussi diététique et psychologique nécessaire avant de se faire opérer. L'HAS conseille un minimum de 6 mois de suivi. Donc 6 mois à 1 an, c'est quand même l'idéal avant d'aller à la chirurgie. Alors, j'ai une question sur le diabète. Existe-t-il un lien entre le diabète et le syndrome des jambes sans repos? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de lien entre le diabète et le syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos peut exister indépendamment d'un diabète. Par contre, le diabète favorise la neuropathie des membres inférieurs, ce qui est différent du syndrome des jambes sans repos. La neuropathie des membres inférieurs, en fait, va se manifester avec sous la forme de douleurs des membres inférieurs, des fourmillements, des sensations bizarres. On a parlé de dysesthésie tout à l'heure, des décharges électriques, des brûlures, des picotements. Voilà, ça touche généralement les deux jambes. On parle de neuropathie en chaussettes parce que ça commence au niveau des pieds, au niveau du territoire, voilà, comme si on avait mis des chaussettes. Puis ça peut avoir une évolution ascendante, donc monter. Il faut faire le diagnostic et le différencier du syndrome des jambes sans repos, qui n'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Le syndrome des jambes sans repos, c'est des difficultés en fait à maintenir le repos au niveau des jambes dans la nuit notamment. On a besoin de bouger, les jambes bougent, on a besoin de se lever. Voilà, c'est différent. Donc c'est pas la même chose et les traitements ne sont pas les mêmes. Alors, donc j'ai une question de Mounir qui évoque en fait, voilà, qui a le droit de bénéficier de cellules souches du pancréas. Alors, les cellules souches, c'est encore à un stade expérimental. Je pense que vous voulez parler des greffes de pancréas, ce qui n'est pas la même chose. Donc, cellules souches, on n'en parlera pas, c'est un stade expérimental. Il existe au niveau thérapeutique concernant le patient diabétique, notamment le patient diabétique de type 1, voilà, les greffes de pancréas ou greffes d'îlot. Il faut savoir que ces greffes, en fait, sont réservées à des patients qui ont un diabète très instable, avec une alternance de coma hypoglycémique ou d'hyperglycémie avec acidocétose, la plupart du temps. On va aussi, comment dire,
réservé à des patients greffés rénaux ou en attente de greffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce traitement, que ce soit la greffe de pancréas comme la greffe d'îlot, nécessite après un traitement immunosuppresseur à vie. Un traitement immunosuppresseur, ce n'est pas dénué de complications. Il y a une surveillance rigoureuse. On peut avoir des complications, ça peut donner des complications infectieuses, même des complications en termes de cancer. Donc, c'est pour ça que c'est un traitement en fait qui est assez lourd après la greffe et qui nécessite de peser le rapport bénéfice-risque avant d'envisager ce type de traitement. Maintenant, un patient qui n'a plus de vie à cause de son diabète, qui alterne coma hypo, acidocétose, je pense qu'il faut lui proposer. Pourquoi on le propose de manière assez comment dire, voilà, l'indication est assez restrictive parce qu'on a aussi peu de donneurs. Il faut savoir que pour bénéficier d'une greffe de pancréas ou d'une greffe d'îlot, il faut plusieurs donneurs. La greffe d'îlot, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. En fait, on va purifier des îlots bêta-pancréatiques, c'est-à-dire que les cellules qui sécrètent l'insuline au niveau du pancréas sont les cellules bêta. Et donc un îlot, enfin, c'est dans les cellules bêta qui constituent les îlots de Langerhans. Et ces îlots peuvent être greffés à un patient, mais il faut les purifier donc à partir d'extraits pancréatiques. Donc vous êtes diabétique, Isabelle, vous êtes diabétique de type 2 sous traitement oral. Vous souhaitez avoir un bébé. Que devez-vous faire? Alors, donc c'est très important, on va parler de la grossesse, c'est une question intéressante. Donc on peut être diabétique de type 2 ou diabétique de type 1 et envisager une grossesse. Les précautions à prendre avant toute grossesse, c'est de consulter votre médecin traitant et votre diabétologue avant donc d'envisager la grossesse en préconceptionnel. Pourquoi? Parce que avoir un bébé nécessite, enfin la conception d'un enfant nécessite d'avoir un équilibre glycémique parfait avant de démarrer la grossesse. On demande, dans la mesure du possible, une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 6,5%. Pourquoi? Parce que le diabète déséquilibré peut favoriser les complications materno-fétales, entraîner des malformations chez l'enfant, des problèmes cardiaques. Il y a plus de risques d'obésité chez l'enfant, de macrosomie, donc ce sont des gros bébés. Il y a plus de risques également chez la maman, donc de complications avec des hypertensions artérielles gravidiques, des prééclampsies. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il est important d'avoir une hémoglobine glyquée satisfaisante déjà en préconceptionnel. Donc il faut programmer la grossesse. Il ne faut pas envisager une grossesse comme ça. Il faut programmer la grossesse dans la mesure du possible avec votre endocrinologue qui, lorsque vous êtes diabétique de type 1, ajustera en fait l'insuline, mettra en place probablement un traitement par pompe si vous ne l'avez pas déjà, avec une surveillance régulière et vous verra régulièrement en consultation. Pour le diabète de type 2, de la même façon, on optimisera le traitement, mais on passera plutôt à un traitement insulinique, soit sous la forme de multi-injections, donc avec des piqûres, soit ce qui est préférable sous la forme de pompe à insuline. Pourquoi? Parce que les antidiabétiques oraux en France ne sont pas indiqués. Donc, on passera à de l'insuline, on programmera cette grossesse, on ajustera les doses d'insuline au mieux pour avoir un bon équilibre glycémique. Et il y aura également une surveillance régulière durant la grossesse de l'équilibre glycémique, mais également des complications avec des fonds d'yeux, que ce soit pour le diabétique de type 1 ou le diabétique de type 2, qui seront plus réguliers qu'habituellement. Habituellement, s'il n'y a pas de souci, on le fait une fois par an. Si on n'a pas de problème de fond d'œil, enfin de rétinopathie avant la grossesse, mais qu'on est diabétique enceinte, on réalisera des fonds d'yeux en fait tous les 3 mois de manière trimestrielle en l'absence de complications. Et s'il y a déjà une rétinopathie, le fond d'œil sera surveillé de manière mensuelle. Il faudra également surveiller la microalbuminurie dans les urines pour dépister en fait la néphropathie, ce qu'on fait déjà chez les femmes enceintes non diabétiques, mais chez les femmes enceintes diabétiques, c'est d'autant plus important. Donc voilà, une grossesse diabétique doit se programmer. Il faut avoir impérativement un équilibre glycémique satisfaisant préconceptionnel et le maintenir tout au long de la grossesse avec un suivi régulier par votre diabétologue et votre gynécologue.
Donc, la question de Marie, qui est diabétique de type 2 insulinée, mais vous faites quasiment tous les jours des hypoglycémies. Donc, si vous faites des hypoglycémies, c'est que votre traitement est trop fort. Voilà, ou que vous ne mangez pas assez de glucides. Donc, il faut réajuster votre traitement. Ce que je vous propose, c'est soit de revoir votre médecin traitant, soit votre diabétologue, parce que donc votre traitement est a priori là trop fort. Donc, il faut peut-être réduire les doses d'insuline, ou alors on peut parfois, dans certains cas, chez des patients diabétiques de type 2 en surpoids, qui ont été rapidement insulinés, revenir à un traitement antidiabétique oral sans insuline, mais ça c'est vraiment, vraiment à discuter avec le diabétologue qui vous dira si ce type de traitement est adapté ou pas. Donc voilà, il faut revoir votre diabétologue pour réajuster, ou le rappeler en tous les cas, pour réajuster votre traitement. Réduire les doses d'insuline, basale ou rapide, selon les moments où surviennent les hypoglycémies. Et je vois que vous avez arrêté le tabac il y a 15 mois, c'est très bien. Et vous êtes en surpoids. Donc, en surpoids, lorsqu'on est diabétique de type 2 en surpoids, on peut être insuliné, mais il faut savoir qu'on peut maintenir la metformine tant qu'on n'a pas de contre-indication à la poursuivre. La metformine permet aussi d'améliorer, comme on l'a dit, l'insulinosensibilité, de réduire les doses d'insuline chez les diabétiques de type 2 et éviter, limiter le surpoids. Donc, je pense que c'est à rediscuter avec votre diabétologue. Alors, j'ai une question de Bout. Donc, pourquoi après le petit déjeuner, vous montez à plus de 2 grammes? Alors, par contre, attendez, il y a quelque chose qui me gêne. Ah, j'ai perdu votre question, excusez-moi. Voilà. Donc, pourquoi après le petit déjeuner, vous montez à plus de 2 grammes, que vous mangez du pain complet ou de la biscotte beurrée, yaourt nature, vous régulez dans la journée, mais le petit déjeuner est toujours plus compliqué. Alors ça, c'est classique. Hein. Chez le diabétique, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'aube, c'est-à-dire que le foie produit du glucose dans la nuit, en fin de nuit, et on arrive souvent le matin élevé en glycémie lorsqu'on est diabétique, et notamment la glycémie de 10 heures est la plus élevée. Donc ça, c'est le profil typique du diabétique de type 2 avec une glycémie, le diabétique de type 2 non insulinopénique, qui ne nécessite pas d'insuline, avec une glycémie élevée vers 10 heures, et cette glycémie va baisser progressivement pour atteindre un minimum vers 17 ou 19 heures. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs paramètres, voir votre hémoglobine glyquée, est-ce qu'elle est élevée ou pas. Si elle est élevée, réajustez votre traitement en essayant d'améliorer cette glycémie de 10 heures. Maintenant, le pain complet, c'est très bien. Vous pouvez continuer à manger du pain complet. Biscotte beurrée, ça me va aussi. A priori, il n'y a pas d'aliments riches en sucre rapide. Donc, continuez votre petit déjeuner comme ça. Et puis, voyez votre hémoglobine glyquée. Si elle est élevée, à ce moment-là, on modifiera le traitement. Alors, j'ai une question d'Ingrid sur l'apnée du sommeil. Est-ce qu'elle est en lien avec le diabète? Alors, l'apnée du sommeil n'est pas liée au diabète. Par contre, elle est favorisée par le surpoids et l'obésité. Donc, si vous êtes en obésité ou en surpoids, que vous avez l'impression d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, que votre conjoint vous dit que vous ronflez la nuit, que vous faites des apnées, vous levez beaucoup pour uriner, vous faites des cauchemars, vous vous sentez fatigué le lendemain avec voilà, des besoins de petites siestes, ça vaut le coup quand même de rechercher l'apnée du sommeil qui peut être traitée, en fait, qui peut être appareillée. Pourquoi c'est important? Parce que l'apnée du sommeil peut favoriser l'hypertension artérielle, comme on l'a vu tout à l'heure, et peut favoriser également les risques cardiovasculaires. Mais elle n'est pas liée directement au diabète. Par contre, le surpoids et l'obésité favorisent à la fois diabète de type 2 et apnée du sommeil. Donc, une autre question. Alors, il y a une question sur la greffe d'îlot de Langerhans de Jean-Louis qui dit « Si j'ai bien compris, ça ne guérit pas le diabète, mais ça permet plutôt de sortir de l'insuline. » Alors, on parle en fait d'insulino-indépendance, donc de rémission de diabète. La greffe d'îlot va permettre soit de se passer complètement d'insuline, soit d'alléger un traitement insulinique. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant, même si, avec le temps, le patient peut nécessiter, enfin, il peut être nécessaire avec le temps de reprendre
un traitement insulinique, mais en général, c'est plutôt à minima. On peut être contrôlé avec une seule injection d'insuline basale, éviter les rapides. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un traitement qu'on va réserver chez des patients diabétiques, souvent des diabétiques de type 1 vraiment très instables, pour qui il n'y a plus de vie, quoi, avec des alternances d'hypoglycémie sévère et d'hyperglycémie qu'on a du mal à contrôler. Donc c'est quand même intéressant chez ce type de patient-là qui ne présentera plus après la greffe d'îlot ces fluctuations glycémiques, ça améliore leur qualité de vie. Voilà, ils ont un diabète qui est contrôlé en fait, sans traitement au départ, et puis après peut-être avec des injections, mais de manière voilà, plus modérée. Et puis, c'est à discuter également chez les patients greffés rénaux ou chez qui on envisage une greffe rénale. Alors, voilà, j'ai une question de Lionel Parmentier qui me dit que vous avez eu donc un mal perforant plantaire, vous avez fait une infection, on vous a mis sous calciparine, donc c'est de l'héparine, c'est pour éviter de faire des phlébites, et on l'a arrêté, et depuis vous avez d'énormes douleurs dans votre mollet gauche. Il faut absolument que vous alliez consulter votre médecin traitant, qui jugera de la nécessité ou pas de faire un écho-doppler des veines pour vérifier qu'il n'y ait pas de phlébite. Ça peut être aussi une infection. Hein, voilà, quand on a une grosse jambe douloureuse, rouge, ça peut être une phlébite, mais ça peut être aussi une infection liée à votre mal perforant plantaire. Donc il faut que vous consultiez rapidement. Alors, pour Christelle, qui est diabétique de type 2 sous stagide, vous me posez la question vous voulez savoir si vous devez vous piquer le doigt pour surveiller. Lorsqu'on n'a que de la metformine, stagide, metformine, glucophage, il faut savoir que ce sont des traitements, comme on l'a dit précédemment, qui ne favorisent pas les hypoglycémies. Donc, ce sont des insulinosensibilisants. Il n'est pas nécessaire de vous contrôler la glycémie capillaire, d'autant plus que la sécurité sociale ne rembourse pas le lecteur et les bandelettes et les lancettes si vous n'avez pas de traitement hypoglycémien. Donc, il n'est pas nécessaire de vous contrôler. Il suffit simplement de faire l'hémoglobine glyquée de manière trimestrielle, qui vous renseignera sur l'équilibre de votre diabète, en sachant qu'un diabète est considéré comme bien équilibré si l'hémoglobine glyquée est inférieure ou égale à 7%. Voilà. Si vous n'avez que le stagide, simplement l'hémoglobine glyquée. Si maintenant vous êtes traité par Amared, Limépiride, Diamicron, Novonorm, Downhill, là, vous avez des risques d'hypoglycémie avec ce type de traitement. Donc, il est important de se contrôler, de contrôler la glycémie capillaire. Chez le diabétique de type 2, on peut recommander, s'il est bien équilibré, de contrôler simplement 3 fois par semaine la glycémie capillaire, en essayant de varier les moments de la journée, en contrôlant le matin à jeun, vers 10 heures, puisque c'est là qu'elle est la plus élevée, et puis vers 19 heures. Alors, j'ai une question de Larry qui demande à quand une vraie solution pour les diabétiques de type 1, qu'elle soit technologique ou en traitement. Donc, je suppose que vous voulez parler du traitement curatif. Pour l'instant, on n'en a pas, mais il y a beaucoup d'études sur le diabète. Ça évolue vite, hein, la diabétologie, les thérapeutiques du diabète. Donc, il y a des études, on parle de vaccination afin de prévenir le diabète, d'immunothérapie. Donc, voilà, ça, c'est à suivre. Comment dire, c'est en cours d'études. Maintenant, les avancées technologiques, il y en a. On a parlé du pancréas artificiel, de la boucle fermée, donc ça arrive prochainement. Ça ne guérit pas encore le diabète, mais ça va certainement améliorer la qualité de vie en même temps que l'hémoglobine glyquée. Donc, je pense qu'il faut discuter de tout ça avec votre diabétologue, et puis il sera même de vous proposer en fait un traitement adapté par rapport à votre diabète pour essayer d'améliorer votre qualité de vie. Ensuite, j'ai une question de Régine en fait sur la définition du diabète. Ce qui définit le diabète à l'heure actuelle, c'est la glycémie à jeun. On considère qu'un patient est diabétique si on a 2 glycémies à jeun à plus de 1,26 g. Voilà. Ou alors une glycémie à n'importe quel moment de la journée à plus de 2 grammes par litre. Donc à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on définit le diabète.
Alors, une question de Guy qui est sous Tresiba, qui fait des hypoglycémies sans en sentir les effets. Alors, si vous faites des hypoglycémies régulièrement sous Tresiba, c'est probablement que votre traitement est trop fort. Donc, il faut voir si, alors, vous êtes sous Tresiba, mais est-ce que vous avez des rapides en association à la Tresiba, des bolus d'insuline au moment des repas, ou est-ce que vous avez aussi peut-être des sulfamides hypoglycémiants dans le cadre d'un traitement mixte de diabète de type 2. Donc, il faut préciser un peu tout ça parce que les sulfamides hypoglycémiants, comme la Tresiba, comme les insulines rapides, peuvent donner des hypoglycémies. Donc, si vous faites souvent des hypoglycémies, il faut revoir votre traitement, soit avec votre médecin traitant, soit avec votre diabétologue. Et si vous n'en sentez pas les effets, c'est que je pense que vous en faites régulièrement. Donc, il faut vous contrôler régulièrement. Si vous ne sentez pas vos hypos venir, contrôlez-vous, si besoin, 3 à 6 fois par jour, en pré- et postprandial. Donc, pré-prandial, ça veut dire avant les repas. Postprandial, c'est après les repas, 2 heures après les repas. Donc, contrôlez-vous régulièrement pour essayer de dépister ces hypoglycémies. Et dès que vous êtes en hypoglycémie, il ne faut pas attendre, il faut vous resucrer. Maintenant, ce qu'on peut faire également, si vous ne ressentez plus vos hypos, c'est réévaluer vos objectifs glycémiques à la hausse. C'est-à-dire que plutôt que d'être entre 0,80 g et 1,30 g à jeun, peut-être qu'il faudrait vous mettre temporairement entre 1 g et 1,40 g pour que vous puissiez de nouveau, que votre organisme réapprenne à ressentir en fait les hypoglycémies. Donc j'ai une question de Josiane. Vous êtes porteuse d'une pompe omnipode et d'un capteur Dexcom. Donc où en est la boucle fermée? Ok. Donc j'imagine que vous êtes diabétique de type 1. Et donc vous avez à la fois pompe et capteur. Donc il faut savoir que la boucle fermée arrive, on en a parlé en début de conférence, on espère avoir les premiers pancréas artificiels courant 2020. Il y a une étude là en cours au niveau national et on va y participer dans le service sur le système 670G qui associe pompe, capteur avec arrêt avant hypoglycémie et ajustement des débits de base en cas d'hyperglycémie. Donc on y arrive. La pompe omnipode aussi sera probablement couplée voilà, un capteur en boucle fermée et je pense que votre diabétologue vous en parlera dès qu'on aura du nouveau là-dessus, dès que ce sera commercialisé. Alors, donc une question intéressante de Poussin Maille. Vous étiez sous Victoza 1,2, on vous a baissé à 0,60 parce que vous faisiez des hypos. On vous a prescrit de l'Ozempic, vous avez peur de faire des hypos, vous avez perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Donc, il faut savoir que le Victoza, comme l'Ozempic, sont des analogues du GLP-1. On en a parlé tout à l'heure, on a défini ce que c'était. Donc, ça agit à la fois sur l'équilibre du diabète, mais également sur le poids, puisque ça ralentit la vidange de l'estomac et ça augmente la satiété, donc on mange moins. Donc, il est normal qu'avec ce type de traitement, vous ayez perdu 7 kilos. Vous avez peur des hypos. Alors, l'Ozempic comme le Victoza ne donne en théorie pas d'hypoglycémie. Il est probable que vous ayez un traitement par sulfamide hypoglycémiant en association à l'Ozempic. Peut-être, alors on a parlé des sulfamides tout à l'heure, hein, on a dit l'amarel, le glimépiride, le diamicron, le glyclaside, le daonil, le glibenclamide, tout ça ce sont des sulfamides. Il y a également les glinides qui peuvent favoriser les hypoglycémies, donc Novonorm, Repaglini. Si vous avez ce type de molécule, en fait, c'est là-dessus qu'il faut agir. Il faut baisser la dose du sulfamide plutôt que d'arrêter l'Ozempic. Donc, je vous propose, si jamais vous faites des hypoglycémies, de recontacter votre diabétologue qui vous dira en fait comment ajuster votre traitement au mieux. Alors, ça, c'est une question intéressante aussi de Karine. Pourquoi un diabète découvert par hasard lors d'une prise de sang de contrôle doit être obligatoirement traité? Alors, quand on est diabétique, notamment type 2, au début, et même pendant une longue période, on ne ressent pas d'effet du diabète. C'est une maladie qui est sournoise, qui ne parle pas. Donc, on va vous faire une prise de sang, on va tomber sur une glycémie élevée, à plus de 1,26 g à jeun. Et là, on va vous dire, il est probable que vous soyez diabétique, on va le contrôler. Et là, on tombe sur un contrôle aussi élevé à plus de 1,26 g. Donc, à partir du moment où on a plus de 2 contrôles, plus de 2 glycémies à plus de 1,26 g à jeun, ou comme on l'a dit tout à l'heure, une glycémie à plus de 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, on va vous dire que vous êtes diabétique. Pourquoi est-il important de le traiter? Parce qu'on sait qu'un traitement précoce du diabète prévient les complications à long terme. On a parlé des complications tout à l'heure.
au niveau des yeux, des reins, des nerfs, des gros vaisseaux, donc cœur, vaisseau du cou et artère des jambes, enfin artère du cou, artère des jambes. Donc, pour prévenir l'apparition de ces complications à long terme, il est important de traiter le plus tôt possible un diabète et de l'équilibrer au mieux le plus vite possible. Donc voilà pourquoi votre médecin traitant vous a dit qu'il était obligatoire de le traiter. Alors, donc Claire, vous êtes diabétique de type 2 sous metformine 1000 et vous me demandez s'il est normal d'avoir des sueurs après l'avoir pris. Non, ce n'est pas un effet secondaire classique du traitement par metformine à ma connaissance. La metformine, comme on l'a dit, ne donne pas d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, elle, en revanche, peut donner des sueurs. Donc, est-ce que vous n'avez que la metformine ou est-ce que vous avez aussi la sulfamine? Si vous avez des sueurs, alors si vous avez la possibilité de contrôler votre glycémie capillaire, contrôlez-la au moment des sueurs pour être sûr de ne pas passer à côté d'une hypoglycémie. Mais si vous ne prenez que de la metformine, en théorie, ce traitement ne donne pas d'hypoglycémie et je n'ai pas connaissance que, voilà, qu'elle favorise des sueurs sans hypoglycémie non plus. Mais écoutez, je pense qu'on arrive au terme de la conférence, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, j'espère. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi prochain à 10 h pour une nouvelle e-live conférence, donc en direct, cette fois-ci avec le docteur Bénichou qui répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos commentaires. Voilà, et puis je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.